Bonjour Mornia, bonjour Thomas. Bonjour Daniel. Merci d'être venu et d'avoir accepté de participer à cette audition. Alors, je vous reçois aujourd'hui après une première rencontre pour discuter de la campagne contre les discriminations au travail que nous voulons mener en tant que la France Insoumise. Nous nous étions déjà rencontrés dans le cadre de la préparation de la campagne présidentielle de la France Insoumise, puisque tu avais accepté de témoigner dans le cadre de notre livret de lutte contre le racisme et les discriminations, pour parler donc de ton cas et des attaques discriminatoires dont tu as été victime. Et du coup, dernièrement, ce processus a continué et tu as été sanctionné, Thomas et toi avez été sanctionnés par votre direction. Donc ça a été l'occasion de nous interpeller de nouveau et puis de reposer cette situation absolument inacceptable dans le débat public. Et donc, je suis très contente de pouvoir t'auditionner à nouveau aujourd'hui pour que tu nous retraces un peu voilà, ce qui s'est passé ces dernières années et jusqu'à aujourd'hui, qu'en est-il de la situation actuelle au niveau du ministère et puis des mobilisations qui vont continuer pour lutter contre les discriminations, toutes les formes de discrimination qui concernent aujourd'hui à la fois des militants syndicalistes, des sans-papiers et voilà, tout un ensemble de personnes. Donc je vais te laisser la parole, peut-être tu vas te présenter et puis nous expliquer un peu ta situation depuis ces dernières années au sein de ton administration et les combats que tu mènes. D'abord, merci Daniel de nous recevoir et de nous permettre d'évoquer les discriminations multiples qui s'opèrent au sein de la fonction publique d'une manière générale et au ministère du Travail, puisque c'est celle qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'est pas simple de pouvoir ne serait-ce que l'évoquer. C'est très difficile de pouvoir les débattre, ces questions-là, en tout cas sereinement, et ce pour pouvoir dégager des mesures concrètes à la fois pour les victimes et à la fois pour neutraliser ces mécanismes. Donc rapidement, moi je m'appelle Mornia Lapsi, je suis militante CGT au sein du ministère du Travail. J'exerce dans ce service depuis plus de 15 ans maintenant. Depuis 7 ans. Ça a son intérêt, je dis ça parce que quand on évolue dans la catégorie socio-professionnelle, les discriminations, pour le coup, elles se renforcent, elles émergent, et du coup, on les conscientise plus. Donc, il y a un peu plus d'un an, exactement début 2016, j'ai déposé une plainte au pénal pour discrimination syndicale, raciale et sexiste contre tout particulièrement l'administration du département dans lequel j'exerçais à l'époque, donc du 92. Il faut préciser que cette plainte, elle vient après plusieurs sollicitations de mon administration, de ma part auprès de mon administration, des sollicitations départementales, régionales et nationales. Sollicitations qui ont fait l'objet ou d'aucune réponse, ou de réponses qui me semblaient à l'époque extrêmement étonnantes, voire graves. C'est-à-dire, on ne traite pas la question de la discrimination raciale notamment, parce que elle est dans le fait de ne pas la pratiquer est dans notre ADN. Donc on ne peut pas ouvrir le débat, on ne peut pas mener d'enquête. Il est également important de préciser que dans le cadre de ces saisines que j'ai faites, j'ai évidemment, pour éviter d'entendre que c'est une question de ressenti, parce que c'est souvent l'étendard qui est prôné par ceux qui veulent banaliser la question. J'ai évidemment creusé la question, j'ai fait des panels de comparaison en matière de rémunération, d'évolution de rémunération, mais également de carrière. Je vous donne un exemple assez court. Là où et je le dis parce qu'on est autorisé d'un point de vue sociologique, philosophique à le dire, là où des gens qui étaient rentrés en même temps que moi évolué en part de prime ou en réduction d'ancienneté, que ce soit pour des hommes blancs ou des femmes blanches, des syndicalistes ou pas,
il était une évidence quand on faisait la comparaison qu'il y avait un traitement différencié. Voilà. Donc la question vraisemblablement était entendable sur la question du sexe et de mon mandat. Il n'en demeure pas moins qu'aucune mesure n'a été prise tout de même. Mais sur l'aspect racial, ce qui est une réalité, qui est aujourd'hui incontestable, je suis bien une femme racisée, c'est une question qui ne pouvait pas se poser, qui ne pouvait pas se poser au sein des services et qui ne pouvait pas se poser au sein de l'administration. Donc la lutte a été extrêmement dure, extrêmement éprouvante. Nous avions, puisque j'étais pas toute seule, j'étais soutenue à la fois par le syndicat CGT, mais aussi par des militants qui sont plus que sensibilisés à la question, parce que c'est fondamental. Nous avons maintenu le combat, malgré quand même des intimidations, des pressions. Il y a eu des déclarations publiques du DRH national à mon encontre, qui étaient sans équivoque, clairement. J'ai jeté le discrédit. Je veux dire, ça illustre le fait qu'on ne pouvait pas poser le débat. Des déclarations publiques de mon directeur régional, qui, dès l'information de cette plainte, n'a pas hésité à manifester son soutien moral. C'est exactement comme ça que ça a été dit aux gens qui étaient potentiellement les discriminants dans cette plainte. Et ça, sans enquête, en faisant fi de tous les éléments objectifs qui avaient été apportés. Donc, cette plainte a été largement relayée médiatiquement. Et si ça a été fait, c'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que aujourd'hui, on a conscience du fait que pour poser des débats qui fâchent, qui crispent, eh bien, la communication, elle aide beaucoup. Donc, il y a eu un reportage à France Inter le 4 avril exactement. Et suite à ça, ça a créé forcément des réactions négatives, mais aussi positives. Négatives parce qu'effectivement, les gens qui sont enferrés dans leur certitude, et là je le dis, ils ne pouvaient pas l'entendre. Ils l'ont vécu comme une infamie, ils l'ont vécu comme un discrédit, ils l'ont vécu comme... donc ils ont tenté la banalisation, ils ont tenté la neutralisation, ils ont tenté... Moi j'ai eu de la chance de partir du service dans lequel j'exerçais à l'époque, parce qu'a priori ça a été extrêmement violent les discours qui ont été portés par l'administration, mais également par des collègues. Ce que j'entends, je veux dire, quand une question n'est jamais posée, forcément ça crispe. Suite à ça, il y a eu quelque chose d'assez étonnant, notamment à Paris, c'est que des victimes sont sorties du silence. Donc il y a des femmes, des hommes aussi, qui se sont exprimés publiquement dans le cadre d'une liste mail qui a été ouverte par la direction et qui ne s'attendaient pas à ce que des gens soutiennent, des agents soutiennent, mais aussi témoignent. Et ces témoignages ont été finalement formalisés par une lettre de 8 femmes dont je fais partie. On nous appelle les 8 femmes racisées. Une lettre extrêmement éloquente, mais extrêmement détaillée, qui fait à la fois l'objet des discriminations multifactorielles dont nous faisons l'objet, parce que nous sommes femmes, parce que nous sommes racisées, parce que pour certaines, elles sont malades, parce que pour d'autres, elles sont syndicalistes. Et elles rentraient dans le détail, elles montraient par les comparaisons, mais également par les casses à un moment donné dans l'évolution de carrière, mais également dans le traitement différencié en matière de sanctions disciplinaires, ce qui est assez emblématique, et on va y revenir tout à l'heure. Donc cette lettre, elle a été déposée à la ministre, et on a été reçus. Donc voilà, on avait poussé une porte, ce qui était évident, puisque l'administration elle-même l'avait reconnu. Et dans le même temps, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'un rapport qui s'appelle le rapport Lortiste, un économiste, est tombé en juillet 2016, donc dans cette séquence. C'est un rapport qui avait été commandé par la ministre de la fonction publique, Madame Lebranchu, et qui avait déjà, dans le cadre de la charte diversité, mis le doigt, j'ai envie de dire, sur un fait, c'est que la fonction publique, le cœur de la République, n'est pas exemplaire en matière de non-discrimination. Voilà, donc il faut savoir que mon ministère a signé cette charte de diversité, mais elle l'a simplement signée. Dans cette charte, il y avait un certain nombre d'engagements qui avaient été faits par les ministères qui l'avaient signé. Donc ce rapport, il s'inscrit dans ce contexte, et suite à cette charte, et suite à la demande de cette ministre, et il dit quoi? Il dit d'abord que notre ministère a été testé, parce que ce rapport, il n'a pas testé tous les ministères. Et il dit qu'en matière de recrutement,
donc plus précisément le concours de contrôleur du travail, il y a de la discrimination liée au lieu de naissance, donc il était question des ultramarins tout particulièrement, et de la discrimination sexuelle. Voilà, donc ça c'était extrêmement intéressant parce que c'était pas une victime qui ressent et dont on banalise le ressenti et les faits qui illustrent ce ressenti et sa situation simplement, mais c'était bien un rapport qui avait travaillé, une personne qui avait travaillé, qui n'est pas identifiée comme un gauchiste, parce qu'il faut le dire, et du coup, c'était très intéressant pour nous. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que notre administration n'était pas informée de ces conclusions. Donc ça, c'était très étonnant. On arrive à un rendez-vous avec des interlocuteurs qui sont censés maîtriser la question de la non-discrimination et n'étaient pas informés. Qu'est-ce qui a découlé de ce rapport, de cette lettre, de ma plainte, des demandes d'enquête, parce qu'il a été demandé quand même des enquêtes paritaires qui viennent corroborer la posture de l'administration qui consistait à dire il n'y a pas de discrimination, et notamment pas de discrimination raciale. Il ne s'est pas passé grand-chose en fait. Le rapport Lortie n'a pas été suivi des faits. Nos demandes d'enquête pour les 8 femmes racisées, elles ont fait l'objet d'un courrier d'une représentante de l'administration nous expliquant pourtant, après production d'un rapport extrêmement exhaustif des 8 victimes, qu'il n'y a pas de discrimination. Voilà, il n'y a pas de discrimination parce que les administrations locales l'avaient décidé. Et ce sans mener des enquêtes paritaires, sans mener d'enquêtes objectivées par des chiffres. Et par contre, il y a eu un accord un peu du même acabit que les accords d'entreprise, un accord qui a été signé par la majorité des organisations syndicales qui a vocation à préciser les mesures qui doivent être prises dans le cas d'alerte pour discrimination et qui quand même focalise sur 6 critères de discrimination, dont la discrimination raciale, parce que toute cette lutte avait été menée. Et ce qui est intéressant dans cet accord, puisque tout n'est pas mauvais, c'est que ont été précisées justement, c'était une revendication d'un grand nombre de personnes et de notre organisation syndicale, la CGT, c'est de faire des vraies enquêtes paritaires qui se fondent sur des éléments objectifs, sur des comparaisons objectives, enfin tout ce qu'on peut envisager quand on veut démontrer quelque chose. Et ces enquêtes, elles n'ont jamais été mises en œuvre, ni pour les 8 femmes discriminées, ni aujourd'hui. Alors c'est vrai que je passe un peu du coq à l'âne, mais aujourd'hui, moi, je fais l'objet d'une sanction disciplinaire, un blâme, plus précisément, au motif que j'ai participé à une action le 6 juillet 2017 aux côtés des travailleurs sans papier. Il faut savoir que donc je suis mandatée par mon syndicat dans ce cadre-là, évidemment, que je suis dans cette campagne en tant que militante syndicale depuis plus de 2 ans maintenant. Et cette sanction, à mon sens, elle s'inscrit quand même dans tout ce contexte de discrimination multifactorielle, à la fois à caractère racial, à la fois à caractère sexiste et à la fois à caractère syndical. Simplement parce que, et j'en finis là, ce jour-là, mais même à d'autres actions aux côtés notamment de ces camarades travailleurs sans papier, il y avait d'autres personnes, il y avait d'autres femmes syndicalistes et elles n'étaient pas racisées. Voilà, donc ce qui me fait penser, dans la continuité de tous ces éléments, que c'est une mesure de rétorsion, de répression, et qui, parce que nous avons jeté le discrédit, parce que nous avons osé poser le débat, parce que nous avons osé communiquer autour de la question, et parce que nous osons aussi militer aux côtés d'un public extrêmement vulnérable. Voilà. Alors il y a eu d'autres affaires. Donc en fait, au bout d'1 an, depuis plus d'1 an, non seulement l'administration n'a pas véritablement mis en œuvre une politique de prise en compte, de recherche, de remise en question de pratiques, etc. Mais il y a une forme de répression qui continue et qui te cible toi parce que tu as été d'une certaine manière la lanceuse d'alerte sur ces cas et que tu n'as pas lâché l'affaire et que tu as en plus continué à militer syndicalement et à défendre les salariés.
D'accord. Moi, je le pense, et par ailleurs, et je vais en arrêter, parce que le sujet est très vaste, hein, mais effectivement, moi, j'en suis persuadée, mais je ne suis pas simplement persuadée, c'est qu'il y a des éléments quand même, un faisceau d'indices, comme on dit en droit, qui le montrent. Je veux dire, dans cette séquence qui a suivi le dépôt de ma plainte, moi, j'ai continué à militer, malgré des pressions extrêmement dures, je veux dire, qui ont eu des conséquences extrêmement délétère sur ma santé. J'ai été arrêtée longtemps, aujourd'hui d'ailleurs, hein, même si je suis devant vous, je le suis, parce que c'est pas simple d'être atteint dans sa dignité, c'est pas simple d'avoir son témoignage, sa situation banalisée, c'est pas simple d'écrire, de saisir et d'avoir aucune réponse. C'est extrêmement violent comme traitement. Enfin, je veux dire, c'est pas simplement les faits en eux-mêmes, c'est aussi l'inertie, j'ai envie de dire, qui a derrière. Et il y a eu des cas qui sont assez emblématiques dans toute cette séquence, qui est par exemple l'affaire, et encore une fois, je ne sors pas... je ne mets pas à mal mon devoir de réserve ni de neutralité. Cette affaire, elle a été aussi largement médiatisée, mais de l'affaire d'Henriette Henry, la jeune femme guyanaise qui a fait l'objet également d'un blâme il y a quelques mois, qui est aussi une femme racisée, syndicaliste, et qui a saisi notre syndicat à l'époque, qui clairement se fait insulter de négresse. C'est ce qu'elle déclare, il n'y a pas de raison qu'on ne le croit pas, par son harceleuse présumée. Quand je dis présumée, c'est tout simplement parce qu'elle a alerté l'administration sur la situation de harcèlement qu'elle vivait depuis plusieurs années au sein de la Guyane. Et c'est par ailleurs formalisé par un rapport d'IGAS. Les IGAS, pareil, ne sont pas ce qui, entre guillemets... parce que c'est comme ça qu'on est considéré par certains, ne sont pas des gauchistes. Je veux dire, il y a un rapport d'IGAS qui date de 2014, qui a d'ailleurs été mis dans le tiroir, qui évoque la situation individuelle de cette personne et les pratiques de son harceleuse présumée, mais également la situation extrêmement grave de la Diecte de Guyane. Voilà, ça aussi, je veux dire, c'est public, ça a été largement relayé. Qui évoque dans ce rapport, je le dis un petit peu grosso modo, mais en gros, un fonctionnement discriminatoire en matière d'occupation des postes par les métropolitains et par les ultramarins. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé suite à ce rapport, qui est un rapport sérieux ? Rien. Rien d'un point de vue de mesures correctrices et positives pour ceux qui en font l'objet. Par contre, il y a des mesures de répression. Je veux dire, quand bien même ceux qui les opèrent ne veulent pas l'entendre, je veux dire, on a quand même... ça ressemble, et quand on regarde aussi les jurisprudences dans le droit, quand les gens décident d'aller devant le tribunal, ça ressemble quand même, quand on inscrit ces mesures dans un contexte de dénonciation, de lanceur d'alerte, ça ressemble fortement à des mesures de répression. Et cette femme, elle se retrouve face à son harceleuse, elle se défend, elle pleure, elle crie, elle est prise pour cible par la direction. Dans un premier temps, qui décide d'engager une procédure très 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 lourde, hein, c'était suspension, pouvant aller jusqu'à 2 ans, voire rétrogradation. Il a fallu l'interpellation de notre syndicat, et notamment des gens qui sont sensibles sur la question. On a beaucoup agi sur le sujet, mais également du sénateur Karam, de l'UTG, parce que ça s'inscrivait dans le contexte de l'époque, le contexte de crise sociale. Et il a fallu ça pour que l'administration rebrousse légèrement chemin. C'est-à-dire qu'on passe d'une sanction du niveau 3, comme on dit dans l'administration, à une sanction de niveau 2, je crois, un blâme. C'est catastrophique comme mécanisme, c'est catastrophique comme fonctionnement. Voilà, donc tout ça, c'est autant d'éléments. Ça fait système. Ça fait système, voilà. Et moi, je pense que l'administration a tout intérêt, la République a tout intérêt de poser une fois pour toutes le débat, en le sortant du terrain moral, en le sortant du terrain de l'infamie, en le posant objectivement avec tous les éléments, les rapports, les témoignages, parce que le défenseur des droits, il invite à prendre en compte les témoignages des victimes, et enfin, de prendre non seulement des mesures correctrices, c'est-à-dire globales, mais aussi individuelles, des mesures de réparation, parce que ça coûte cher. Quand je dis cher, c'est pas simplement financièrement, ça coûte cher en matière de santé, ça coûte cher en matière de désorganisation de services. Les victimes,
je veux dire, elles démissionnent, elles partent, elles sont en arrêt, elles n'ont plus d'argent. Il y en a certaines qui se sont retrouvées dans des situations financières dramatiques. Et ce n'est bon pour personne. Voilà. Donc aujourd'hui, en réalité, d'abord, il faut que cette sanction discriminatoire soit retirée, la nôtre, celle d'Henriette et d'autres, parce qu'il y a eu d'autres cas, mais aussi que des vraies mesures globales et individuelles soient prises, mais pas seulement des mesures d'affichage, des mesures concrètes. En matière de recrutement, un ministère comme le nôtre, qui est plus mauvais élève, c'est ce que dit le rapport Lortie, que le ministère de l'Intérieur. Enfin, c'est emblématique. L'inspection du travail qui est censée, il doit prendre des mesures. Ça passe par des vraies formations de jury. Ça passe par des gens, des sachants dans les jurys, des sociologues du CNRS s'il le faut, des membres du Défenseur des droits, des gens qui viennent équilibrer tout ça. Parce que les conséquences sont trop graves. Voilà. Donc, j'ai beaucoup parlé, j'en suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Hein, et ça va être complété du coup par Thomas, si tu veux bien nous parler donc, de la dernière affaire. C'est donc dans le cadre d'une campagne où du coup Mornia et toi avez été ciblés et avez reçu un blâme. Donc peut-être tu peux nous expliquer en fait le contexte et puis y compris toi ce que tu vois et ce dont tu peux témoigner de ce que racontait Mornia. Alors effectivement, moi je suis aussi militant syndical à la CGT et je suis depuis 10 ans au ministère du Travail. Et donc là, sur les derniers événements, parce que Mornia a fait un rappel très complet là, sur l'ensemble des événements et de la lutte qui se passe au ministère du Travail. En fait, on est engagé avec une intersyndicale du ministère du Travail dans le cadre d'une campagne de soutien aux sans-papiers. Donc c'est pour la régularisation de tous les sans-papiers et contre le travail dissimulé, parce qu'on fait le lien en fait entre la lutte contre le travail illégal et la situation des travailleurs sans-papiers. Et donc ça se traduit notamment par des réflexions communes entre les collègues et les travailleurs sans-papiers sur leur situation, par des manifestations devant le ministère du Travail et des interpellations du ministère du Travail à travers des rassemblements au sein des locaux du ministère du Travail. Et donc, ce fameux 6 juillet, il y avait un rassemblement qui était organisé à la direction régionale du ministère du Travail qui se trouve à Aubervilliers. Et donc, les sans-papiers demandaient à être reçus dans le cadre de nouveau gouvernement, à être reçus par le cabinet de Madame Pénicaud pour faire valoir leurs revendications, sachant que depuis plusieurs mois, les sans-papiers accompagnés de l'intersyndicale du ministère du Travail sont reçus au plus haut niveau, au niveau du ministère du Travail, avec notamment les confédérations syndicales, avec lesquelles on travaille aussi, notamment la CGT, qui mène des grèves, qui a mené plusieurs grèves ces dernières années. La dernière en date au Burger King. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est très intéressant parce qu'ils ont réussi à obtenir leur régularisation. Donc voilà, pour brosser un peu le contexte. Et donc dans le cadre de ce rassemblement, on est reçu par la direction, on négocie pour qu'il y ait un rendez-vous avec le cabinet et on arrive à obtenir, dans le cadre de ce rapport de force, un rendez-vous avec le cabinet de Madame Pénicaud, qui interviendra au début du mois d'octobre. Hein, je pourrais peut-être revenir brièvement dessus. Et en fait, il se trouve que suite à cette action, on a reçu un courrier. Alors dans un premier temps, Mornia a reçu un courrier de la direction régionale et puis moi aussi, dans un second temps, dans lequel on nous reprochait d'avoir participé à cette action de nature syndicale, hein, parce qu'on était dans le cadre d'un mandat syndical pour défendre les revendications. Notamment dans le cadre de cette campagne, on demande à ce que l'inspection du travail ait des prérogatives spécifiques pour permettre la régularisation par le travail des travailleurs sans papier, des travailleuses sans papier. Donc notre syndicat est tout à fait légitime. On travaille aussi avec Sud Travail et la FSU au sein du ministère du Travail sur ces revendications. Et plus globalement, pour que le travail puisse permettre aux sans-papiers d'obtenir leur papier. Donc notre direction régionale nous fait un avertissement, un avertissement sur cette action. Donc on pensait que ça s'arrêterait là, en fait, qu'il n'y aurait pas plus de suite, puisque évidemment on contestait de toute façon sur le fond. Notre syndicat est tout à fait légitime à appuyer les sans-papiers. Et en fait, il se trouve que la DRH de notre ministère au niveau national a voulu lancer une procédure disciplinaire à notre rencontre,
sachant qu'on était dans le cadre d'une action collective et que cette procédure disciplinaire n'a visé que Mornia et moi en fait. Donc alors qu'on avait été, en fait, la seule distinction par rapport à nos camarades et à nos collègues au 6 juillet, c'est qu'on avait été les interlocuteurs en fait de l'administration. On avait négocié. Donc en fait, le ministère du Travail visait ses propres interlocuteurs qui reconnaissaient quelques semaines avant, quoi. Donc bon, évidemment, notre syndicat a réagi très vivement. L'UD de Paris aussi, parce qu'on on travaille à Paris avec Mornia, donc l'Union départementale CGT de Paris est intervenue. La Confédération, Céline Verzelletti, qui est en charge des libertés syndicales au niveau de la Confédération, est intervenue au plus haut niveau au sein du ministère du Travail pour demander l'abandon de cette procédure disciplinaire, parce que c'était manifestement une atteinte à la liberté syndicale. Et finalement, on a appris début octobre qu'on faisait l'objet d'une sanction de blâme pour notre action syndicale. Alors évidemment, ça, c'est ce qui est commun avec Mornia en tant que militants syndicaux, mais dans le contexte que Mornia a bien rappelé, avec l'ensemble des éléments, on voit que la libération de la parole dans le ministère c'est une lutte en soi, quoi. C'est-à-dire que les collègues qui osent prendre la parole s'exposent jusqu'à présent, et on espère que ça va cesser, s'exposent à des sanctions. Et on voit bien que dans le cas de Mornia, cette sanction est dans la continuité en fait de la discrimination multifactorielle, parce qu'elle est à la fois effectivement syndicaliste, mais elle est racisée, elle est femme, et on voit bien là dans ce qui se passe de manière plus générale sur la libération de la parole, sur les violences sexuelles, on voit bien l'effet que ça a dans la société. Alors là, on est à une échelle plus petite au sein du ministère du Travail, mais on voit bien que là où il y a un vrai déni sur les violences que subissent les collègues, et ben faire sortir des éléments très concrets, étayés, dans un contexte effectivement où il y a des rapports qui appuient la parole des collègues, et ben ça fait l'objet vraiment d'une répression. Voilà, donc, là, la bataille syndicale, c'est de faire cesser cette répression pour que notamment les collègues puissent plus largement encore d'ailleurs témoigner de ces discriminations. Donc voilà un peu le lien entre effectivement ces sanctions là qui nous touchent tous les deux et puis le contexte plus général du ministère du Travail qui évidemment n'est pas extrait de la situation dans la société. Mais c'est vrai que le ministère du Travail et nous, au sein des entreprises, le droit, notamment le droit de la discrimination. En début d'année, le ministère du Travail a édité une liste en visant notamment Accor et Courtepaille sur la question de discrimination. Quelle crédibilité si effectivement ils ne sont pas en mesure de régler cette question en interne? Ça pose un vrai souci, c'est ce qu'on pointe aujourd'hui, quoi. Et évidemment, du coup, on demande d'abord le retrait, le sujet d'actualité c'est le retrait des blâmes, mais derrière on tire tout le fil puisqu'il y a la question de la réparation que tu évoquais et puis les mesures plus générales de prévention, quoi. Donc là, la mobilisation continue pour obtenir le retrait du blâme, dont vous êtes tous les deux l'objet. Il y a du coup une lettre de soutien de votre syndicat qui dénonce les discriminations et les sanctions et la remise en cause de la liberté syndicale. C'est vrai que sur cette question-là, il y a eu déjà plusieurs mobilisations on sent une forte tension au niveau de l'action syndicale et effectivement on voit qu'il y a plusieurs entrées, mais il y a quand même une spécificité sur cette question-là, notamment le cas de Mornia est assez exemplaire malheureusement, contre-exemplaire de ce qui se passe. Donc campagne et mobilisation, est-ce qu'il y a un appel, des rendez-vous qui sont donnés là sur votre cas en particulier, ou vous attendez encore des retours de l'administration, où ça en est en termes de... Pour le moment, ils vous ont informé du blâme et puis c'est tout. Il n'y a pas eu de réaction pour le moment. Alors pour le moment, il y a effectivement les interves dont tu parles, un communiqué de presse qui va paraître bientôt, qui émane de notre syndicat et notamment sur l'aspect répressif de la sanction qui va être proposée également à la Confédération. Nous, individuellement, on a
saisi de nouveau, parce qu'on l'a saisi à plusieurs reprises, sur plusieurs cas, le défenseur des droits, parce que moi, effectivement, il y avait Tu les connais bien maintenant. Je les connais bien, ils me connaissent bien, et en même Ouais. temps, ça aussi, tous ces mécanismes, à la fois juridiques, etc., ça freine énormément, puisqu'ils avaient ouvert une instruction il y a un an, quand j'ai déposé ma plainte, parce qu'ils avaient fait ils étaient destinataires en copie de ma plainte, ce à quoi le parquet, qui avait ouvert lui-même une instruction, leur a demandé de la suspendre, parce que c'est dans le cadre de la loi organique qui précise donc le fonctionnement du défenseur des droits. Évidemment qu'on les a saisis sur des cas de discrimination liés au handicap, sur l'affaire d'Henriette Henry. Moi, je les ai ensuite, parce qu'il y a des nouveaux éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur mon cas particulièrement, l'administration dit, comme vous êtes allé en pénal, évidemment, il se déresponsabilise totalement du fait que si je suis allée au pénal, c'est simplement parce que je n'ai pas réussi à obtenir les réponses à mes questions et réparations avant d'y aller et après moult sollicitations. Moi, j'ai saisi plus d'une fois le défenseur des droits qui répond, pour le coup, sur l'affaire des 8 discriminés, pareil, moi j'ai été d'abord intégrée dans un réseau de formateurs de lutte contre les discriminations, et ensuite j'y ai été retirée pendant 3 mois, j'ai fait l'objet d'un entretien avec la direction de l'école de formation, je ne sais toujours pas pourquoi, voilà, j'ai passé un concours interne. On s'est trompé dans mon dossier, c'est une atteinte clairement au règlement du concours. Je suis la seule à faire l'objet de ce traitement, j'interpelle, aucune mesure. Donc tout ça, on formalise et on fait des recours gracieux, parce que voilà, ça c'est aussi nos démarches individuelles soutenues par notre syndicat. On fait des recours gracieux sur tous ces éléments. Et en tout cas pour ma part, je vais poursuivre s'il n'y a pas de réponse de l'administration concrète, fondée sur des éléments étayés, des éléments de preuve, parce qu'on ne peut pas demander à des victimes de faire des dossiers extrêmement lourds et de répondre non, il n'y a pas, sans donner d'éléments factuels. Donc peut-être déposer une plainte avec constitution, avec partie civile au pénal, et ou aller en plein contentieux si en tout cas les choses... tout ceci a un coût, tout ceci est extrêmement usant. Je pense que l'administration, par ailleurs, joue la carte de l'usure. Voilà. Donc ça, c'est pour les démarches individuelles soutenues qui s'inscrivent aussi dans des luttes collectives. Pour l'instant, on en est là. Et on vous saisit, vous également, les politiques progressistes sur le sujet. Et puis, on va essayer de nouveau de communiquer autour du sujet. Donc il faut faire connaître cette histoire tout à fait. Et faire sortir de l'institution des voies de dénonciation, et puis aussi des propositions, parce qu'il y a aussi ce qu'il faudrait faire. Il y a beaucoup de choses qui ont été réfléchies, pensées sur, sur la lutte contre les discriminations raciales, sexistes aussi. On connaît le débat qui a lieu aujourd'hui, mais il y a besoin d'outils aujourd'hui beaucoup plus efficaces, beaucoup plus contraignants, y compris au sein de l'inscription. Nous, c'est ce qu'on avait repris aussi dans des propositions, par exemple, que l'inspection du travail se dote d'un corps spécialisé sur la question des discriminations, qui a un pouvoir de contrainte, d'interpellation. Il y a la question du statut du défenseur des droits, où a été intégrée donc la dimension des discriminations, mais qui n'a pas en fait les moyens suffisants, non seulement pour traiter tous les dossiers, et puis surtout pour agir aussi de manière contraignante. Donc il y a aussi ces batailles-là en termes de moyens, outils, dispositifs qu'il faudrait aussi renforcer, améliorer, et puis rendre surtout plus efficace en fait, parce qu'il y a beaucoup de postures dans ce que tu dis et dans ce qu'on a pu constater aussi, des vœux pieux un peu, et en fait pas véritablement d'effet. Effectivement, pour rebondir, tu as tout à fait raison. Je veux dire, nous on ne s'est pas contenté simplement de faire émerger en l'expliquant, en la motivant, la discrimination. Quand je dis c'est les discriminations, parce que nous avons travaillé sur toutes les discriminations. Là, d'ailleurs, il y a un vrai débat qui est la hiérarchisation
des critères de discrimination et le fait, ça c'est le deuxième débat, que certaines discriminations sont totalement tabous. Et la preuve en est, c'est effectivement tout le débat qui est en ce moment sur les violences sexistes. On voit bien les mécanismes qui s'opèrent quand il est question de discrimination, encore une fois, qui sont toujours traitées. Il y en a certaines qui sont la discrimination sexuelle en matière de salaire. Bon voilà, on en discute, on en parle, ça ne veut pas dire qu'on prend des mesures concrètes, mais là on est dans la caractérisation de la discrimination sexuelle, mais dans son apogée. Enfin, je veux dire, dans la violence sexuelle, c'est un des éléments aussi. Alors ça a une définition juridique, hein, très clairement, mais tout ça fait partie de l'arsenal des discriminants, j'allais dire. Et on voit bien aujourd'hui les mécanismes qui s'opèrent. Donc tout ça, il faut en sortir. Et pour en sortir, effectivement, il y a à la fois des moyens, ça c'est clair, des moyens des institutions qui existent déjà, notamment le défenseur des droits, des moyens, mais aussi de l'inspection du travail. Je veux dire, pour aller rebondir sur l'exemple qu'a donné tout à l'heure Thomas, courte paille et accord a été testé, très bien, donc ça c'est le travail de la DARES, mais je rappelle quand même que l'inspection du travail est compétente en la matière. Il y a quelques textes qui existent en matière de discrimination. À aucun moment, le ministère décide d'en faire un sujet, la lutte contre les discriminations, ne serait-ce qu'au sein des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très étonnant. On teste, on constate la discrimination à l'embauche, il est dans nos prérogatives de faire quelque chose en matière pénale sur les discriminations raciales, sexuelles, d'une manière générale à l'embauche. À aucun moment, on a, j'ai envie de dire, des recommandations de nos directions pour nous dire, bon, bah voilà, il serait peut-être intéressant, pour être en cohérence avec notre discours, de mettre en œuvre des mesures au sein des organisations de travail du privé pour que les discriminations liées à l'embauche, mais aussi opérantes quand les salariés y sont, voilà, ce que l'arsenal, on en a des outils juridiques. Alors, sur cet aspect-là, il faut faire aussi évoluer les choses. Voilà, par exemple, sur l'action de groupe, eh bien, d'abord, on est quand même pas les précurseurs, hein, c'était quand même des directives européennes, il y a d'autres pays qui s'y sont mis largement avant nous. C'est très bien, sauf que c'est très contraignant. Il faut saisir une organisation syndicale, ou une association qui remplit certains critères qui sont, je crois, mais c'est à vérifier, qui doivent être agréés par des structures qui sont eux-mêmes identifiées comme étant discriminantes. Donc tout cela n'a aucun sens. Si vous voulez, tout cela n'a aucun sens dans le sens où on n'aborde pas le sujet dans son cœur. Voilà. Le recrutement, par exemple, si on arrive à dégager des vraies mesures correctrices pour le recrutement en interne, eh bien, dans le cadre de nos missions, nous aussi, en contrôle pour identifier les pratiques discriminatoires en matière de recrutement et d'embauche dans le privé, je veux dire, c'est des choses qu'on aura acquises. Voilà. Et là, on n'en est pas là. On n'en est vraiment pas là. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. On espère que d'en discuter, de le faire savoir, de diffuser, ça mettra en lumière ces questions-là et mobilisera tous les acteurs, les défenseurs des droits humains, la lutte contre les discriminations sur ces questions-là. Et pour terminer, du coup, les rendez-vous sur la campagne, puisque la campagne de soutien aux travailleurs et travailleuses sans papier continue. Et il y a un appel à mobilisation pour le 21 novembre. C'est ça ? C'est ça, exactement. Donc en fait, dans la continuité de la campagne, c'était d'interpeller l'État sur sa politique vis-à-vis des sans-papiers, qui les maintient en fait dans la surexploitation, puisque la seule manière en fait pour se faire régulariser, c'est de passer par leur employeur qui lui-même profite de la situation. Donc il y a une sorte de contradiction totale que entretient la réglementation mise en place par l'État. Donc la logique, nous, depuis 2 ans, c'était d'interpeller l'État pour essayer de modifier ces textes, notamment une circulaire qui a été mise en place en novembre 2012 par Valls. Et donc ça fait 2 ans en fait qu'on est dans une impasse. Donc là, on a décidé de passer un cap supplémentaire et de saisir le bureau du Bureau international du travail en France. Donc on va être reçu par le directeur
le mardi 21 novembre et on organise donc avec les collectifs de sans-papiers, je les cite quand même, c'est important, c'est eux qui sont au cœur hein, de la mobilisation. Donc il y a Droit Devant hein, qui intervient en particulier sur Paris, il y a le collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry, il y a la coordination de 93, il y a une union aussi de travailleuses philippins, parce que ça pose aussi des réelles difficultés, parce que beaucoup de Philippines qui sont en France, en fait, sont des travailleuses à domicile, qui sont soumis parfois à la violence de leur employeur dans le huis clos des appartements, souvent du 16e arrondissement. Donc voilà. Et donc, à l'appel de tous ces collectifs et de notre intersyndicale, on va faire une manifestation du ministère du Travail jusqu'au BIT pour dénoncer en fait l'inertie de l'État français sur la situation. Et notamment, c'est intéressant de le noter, qu'il y a un certain nombre de conventions protectrices de l'Organisation internationale du travail qui ne sont pas signées par l'État français, que ce soit sur les migrants en situation régulière ou que ce soit sur la situation des travailleurs à domicile. La France n'est pas signataire de ces conventions protectrices, donc on va le souligner auprès du directeur du BIT. Et puis, effectivement, bon, la mobilisation va continuer. Tout à l'heure, j'évoquais la grève de Burger King. Ces luttes collectives, elles sont essentielles et on continuera à interpeller l'État, même si on a été blâmé dans ce cadre-là. Évidemment, ça ne nous empêche pas de continuer la lutte. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage et pour le combat que vous continuez à mener. Nous, on va essayer aussi de continuer à l'Assemblée. On avait interpellé lors du débat budgétaire pour demander un rapport d'information sur le coût en fait, de la régularisation de tous les travailleurs sans papier, parce qu'on pense que si on régularisait, ça bénéficiera à tout le monde, aux sans-papiers, et puis à la société de manière générale. Ça nous a été refusé, mais on reviendra à la charge pour interpeller et le ministère sur les cas de discrimination, et puis de manière plus générale sur la politique qui est aussi du coup discriminatoire par rapport à ces salariés et ces personnes migrantes. Merci encore. Donc, merci à toi. On reste en contact, on continuera à travailler ensemble. Et pour toutes les personnes qui ont suivi cette audition, n'hésitez pas à la diffuser, à la faire connaître par tous les canaux possibles, et puis à relayer les appels à mobilisation et à vous rendre donc le prochain rendez-vous mardi 21 novembre 13h30 devant le ministère du Travail, métro Varennes, où vous pourrez rencontrer tous les syndicalistes qui mènent cette campagne, la soutenir, et on va mettre en lien là sous la vidéo toutes les pétitions, tous les appels et puis toutes les références du dossier pour que vous soyez au courant et que vous fassiez connaître cette campagne et cette histoire. Merci. Merci à toi.